Alors, bonjour tout le monde, tous ceux qui m'écoutent là, dans le cours de Jean-François. Jean-François m'a invité il y a 2 semaines environ à vous parler de ma pratique de père aidant. Je suis un employé du CIUS de l'Ouest de l'île depuis maintenant près d'1 an. Donc, je vais vous parler un peu de moi au début pour vous situer un peu, puis ensuite, je vais vous parler vraiment de ma pratique. Euh, j'ai 34 ans. Je viens, dans le fond, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai fait 2 maîtrises en sciences politiques. Et puis, mon chemin a été un peu sinueux là, entre la santé mentale et mes études. Mais grosso modo, moi, j'ai eu un appel là, à un moment donné. J'avais vraiment envie de me consacrer à la santé mentale et j'essayais de trouver un moyen de me faire un chemin. Donc, j'ai commencé comme assistant de recherche dans des équipes de recherche au Douglas et au CHUM. J'ai travaillé autant dans une clinique de premier épisode psychotique que dans une équipe de recherche qui se penche sur les troubles concomitants. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une offre de devenir père aidant. J'ai été embauché au CIUS de l'Ouest de l'île c'est ça, comme je vous disais, il y a presque 1 an. Pour vous présenter un peu qui je suis, je pense que ça vaut la peine que je fasse un détour par mon historique là, de mon vécu personnel. Alors, moi, c'est ça, j'ai 34 ans. J'ai eu mon premier diagnostic de trouble bipolaire à l'âge de 21 ans. À l'époque, je faisais beaucoup d'anxiété sociale, mais également, j'ai vécu une hypomanie et c'est lors du ressac là, d'hypomanie, quand je suis plongé en dépression, qu'on m'a diagnostiqué mon trouble bipolaire. Euh, j'ai vécu avec ce diagnostic-là pendant au moins, je vous dirais, 3, 4 ans jusqu'à temps que quelqu'un me dise que j'étais pas bipolaire et que j'avais un trouble anxieux, en fait. Et donc, j'ai arrêté ma médication pour le trouble bipolaire et là, cette personne-là s'était trompée parce que je suis replongé en hypomanie puis ensuite en dépression. Puis c'est en sortant de en sortant de cet épisode-là de ma vie, euh, j'étais, dans le fond, pardonnez-moi, j'étais très fâché de ce qui m'est arrivé. Puis j'avais envie d'utiliser mon vécu pour faire changer les choses dans le milieu de la santé mentale. Donc, j'ai commencé à écrire des textes qui ont été publiés dans les journaux, là, la presse, le Devoir, des textes militants. Puis, éventuellement, j'ai fait mon chemin dans le milieu en tant qu'assistant de recherche. Donc, c'est assez sommaire, là, ma présentation. Là, c'est un peu de où j'arrive. Euh, donc là, pardon, j'ai fait la formation de père aidant avec Jean-François il y a 2 ans ou 1 an et demi, à l'automne 2020. J'ai terminé à l'automne 2020. Et puis, ça a été assez rapide, mon embauche. Puis peut-être un petit mot sur ma formation. Euh, bon, j'ai suivi les cours que tous mes collègues ont suivis, mais j'ai fait un stage, c'était pour une étude pilote. Pour ce qui est de mon stage avec Jean-François, dans le fond, on a participé à un projet pilote pour voir en temps de COVID si des groupes de parrainage, ça pouvait avoir un effet bénéfique. Alors, chaque groupe était composé d'environ 7 à 8 personnes. Puis, on échangeait vraiment de manière informelle. On avait un thème à chaque séance, mais c'était un peu un prétexte pour, comment dire, ça dérivait, puis on écoutait chaque personne là, voir son vécu, voir nous comment on s'en était sortis. Alors, c'était vraiment de la paraidance 101. Et puis, ça a été très agréable. Puis, je pense qu'il y a eu des bons. Ça, ça, comment dire, ça a eu un effet bénéfique. Mais je laisserai Jean-François vous en parler plus amplement là, s'il y a le temps de le faire. Euh,
Puis donc, ça m'a préparé, dans le fond, à l'animation de groupe. Puis ça me permet de faire le lien, justement, avec ma pratique de parent aidant. Donc, d'abord, je veux vous préciser que je travaille en pédopsychiatrie. Ma clientèle, c'est des gens de 12 à 25 ans. Je travaille autant à l'externe que sur des unités d'hospitalisation. Donc, hôpital régulier, si on peut dire, et hôpital de jour. Donc, l'hôpital de jour, je ne sais pas si je dois le préciser, c'est des jeunes qui vivent des difficultés, puis qui sont au Douglas, où je travaille, dans l'ouest de l'île, du début à la fin de la journée, de 8 heures environ à 4 heures, puis ils retournent chez eux le soir. Mais c'est des jeunes qui ont des problèmes graves. Et donc, je fais autant de l'interne que de l'externe. Donc, ça, c'est assez nouveau. J'ai commencé à avoir des patients avec un autre intervenant, donc un peu en genre de trio, où est-ce que je fais mon intervention, mais que je suis couplé à une intervenante qui est l'intervenante principale du patient. Et donc, pour revenir aux séances de groupe, quand je suis à l'hôpital de jour, puis quand je suis sur l'unité d'hospitalisation, je suis avec environ 4 ou 5 jeunes. Et là, c'est un peu comme dans le groupe de l'étude pilote de mon stage. C'est-à-dire que mais cette fois-ci, j'anime seul et je prépare des thèmes. Donc, chaque atelier a un thème qui me permet dans le fond, la structure, c'est que je présente le thème, je raconte une anecdote personnelle pour ancrer mon vécu, parce que, bon, je suis parent aidant, donc il faut que je parle un peu de moi. Et je relance les jeunes à partir de ce que je leur ai raconté et à partir du thème que je leur ai expliqué pour qu'eux s'ouvrent un peu dans la mesure du possible. Donc, c'est ça, le but, c'est de créer un échange, puis de faire un lien avec mon vécu pour mettre de l'avant les stratégies que j'ai utilisées pour mieux aller. Et également, dans le fond, moi, ce en quoi je crois beaucoup, c'est l'autodévoilement. Donc, je ne suis pas la personne qui a inventé ça, mais bref, de normaliser le vécu avec la maladie mentale pour montrer aux gens que c'est pas nécessairement quelque chose euh, pour défaire la stigmatisation, si on veut. Je peux peut-être m'arrêter ici puis parler des difficultés que je vis. Dans le fond, quand je faisais mes études avec Jean-François, dans le fond, on n'a pas été vraiment préparé pour une clientèle plus jeune. Puis je lui en veux pas, mais ce qui se passe, c'est que une fois que je suis sur mon milieu de travail, j'ai affaire à des jeunes qui sont, qui parlent pas beaucoup et qui interagissent peu. Alors, c'est un gros, gros défi dans ma pratique, c'est d'aller les chercher puis d'établir un dialogue parce que souvent, je vais parler puis je vais avoir l'impression de parler dans le vide parce que même pour ce qui est des contacts visuels, les jeunes, ça regarde au plafond, ça regarde à terre. C'est assez difficile de créer un lien avec eux. Puis c'est sûr que la parrainance, quand je parle dans le vide, c'est pas aussi stimulant. Peut-être que c'est aussi efficace, peut-être que je crée que j'ai un effet bénéfique, mais qu'on me le dit pas. C'est ça que mes collègues me disent, c'est qu'il faut pas se fier à leur réaction. Mais il reste que quand je suis dans ma pratique, quand je fais des ateliers, c'est assez difficile de se buter au silence des jeunes. Et bon, il y a des exceptions. Il y a des jeunes qui posent plus de questions, qui sont plus bavards. Puis là, j'ai vraiment le sentiment de jouer un rôle plus important parce que je réponds à leurs questions. Je sens que je les aide plus avec mon vécu parce que je peux sentir qu'ils sont plus préoccupés puis qu'ils ont plus envie d'en connaître davantage sur moi. Donc ça, c'est très stimulant quand ça se produit.
Donc, c'est ça. Les jeunes sur l'unité d'hospitalisation, c'est des gens qui viennent, dans le fond, qui sont au sommet de leur crise. C'est des jeunes qui sont suicidaires très souvent, qui ont soit fait des tentatives ou qui sont à très haut risque de le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est des jeunes qui peuvent rester sur l'unité pendant 2 semaines, autant que pendant 1 mois et demi, ça varie. Tout comme toutes les unités d'hospitalisation, j'imagine. Puis pour ce qui est de l'hôpital de jour, c'est sûr que là, c'est des jeunes que je vois plus longtemps parce qu'ils ont un programme scolaire. Donc, il y a 4 sessions par année. Donc, les jeunes sont là pour 3 mois. Et là, je les vois d'une manière, de façon plus continue. Peut-être un autre détail à clarifier. Donc, les jeunes qui sont hospitalisés de manière sur une période plus courte, c'est sûr que je peux revenir avec les mêmes activités plus souvent parce que c'est des nouveaux jeunes. Mais pour ce qui est de l'hôpital de jour, là, je dois vraiment créer un genre de programme avec un suivi ou qui se suit plutôt. Et je peux essayer puis je dis essayer parce que je suis encore au début de ma pratique, mais je peux essayer de créer une suite logique là, dans les interventions que je fais. Est-ce que j'oublie autre chose? J'y reviendrai au pire. Ensuite, il y a 2 autres choses que je fais. Non, en fait, il y a 3 autres choses, donc je vais essayer d'être plus succinct. L'autre chose que je fais, c'est que, comme je vous l'ai dit, non, ça, j'en ai parlé déjà un peu, là, je fais des interventions en individuel. Et puis là, c'est quand même plus encourageant, mais en tout cas, on sent encore une fois qu'on a plus d'effets parce que quand on est en individuel, il y a vraiment un échange qui se produit avec la personne parce que j'ai comme plus de, comment dire, de repères pour la questionner puis pour qu'on échange. Donc, c'est vraiment intéressant d'être avec une seule personne à la fois. Puis je pense qu'il y a eu du bon feedback là, des interventions que j'ai faites. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Puis c'est appelé à croître. Bon, peut-être c'est l'occasion de dire aussi que l'intégration des parents aidants, c'est difficile. Ça, je pense que j'apprendrai ça à personne. Donc, la clinique externe à laquelle j'essaie de me joindre, ça fait quelques mois là, qu'on travaille pour que je m'intègre aux équipes parce que je vous dirais que la préoccupation première, c'est que dans le fond, les gens ne savent pas à quel moment avoir recours aux parents aidants. Par exemple, il y a des psychologues, pour eux, leur suivi, c'est un suivi individuel qui est chaque semaine, donc qui a une espèce de déroulement, euh, comment dire, intensif, pas intensif, mais c'est des rencontres qui succèdent, donc on peut bâtir d'une rencontre à l'autre. Donc, pour certaines personnes, faire appel à un parent aidant, c'est comme si il n'y avait pas de. Ça se situait un peu, on ne savait pas trop quand les intégrer puis à quelle fin. Donc, ça peut être moins évident pour ces personnes-là de faire appel à nous. Donc, ça, c'est les difficultés que je vis dans mon intégration. La personne qui a fait débloquer ça, dans le fond, moi, ce qui m'a permis d'intégrer la clinique, c'est quelqu'un qui croyait beaucoup en moi. Puis elle m'a fait une place. Elle m'a dit que tel client à elle pourrait bénéficier de mon intervention. Donc, ça a été vraiment, ça s'est fait de manière informelle. Là. Donc, on n'a pas créé de programme avec des obligations d'intervention par aidant. Ça s'est vraiment fait d'une personne à l'autre. Je vais prendre une petite pause, 2 secondes. Je reviens. Fonctionne bien? C'est très instructif, Charles Albert. Merci.
Donc, à la clinique externe, c'est ça, il a fallu compter sur certaines personnes qui croient beaucoup en moi et qui m'ont aidé à percer là, la structure en place. Euh, donc, je suis chanceux, puis je souhaite à mes collègues par aidants de l'être tout autant parce que, a priori, les gens sont très ouverts à la paraidance. On entend souvent des gens dire ah, des paraidants, on en veut, c'est super. Mais c'est comme si les mécanismes pour rendre ça, concrétiser ça, sont pas tous là encore. Donc, il y a un défi là, de ce côté-là. Donc, je vous ai parlé de la clinique externe. Les deux dernières choses que je fais, dans le fond, ces deux tâches-là, ça illustre vraiment, euh, il y a un lien, dans le fond, avec ce que je viens de dire, c'est que c'est bon pour un parent aidant d'être débrouillant puis d'avoir de l'initiative parce que ces deux choses-là, je les ai créées de toutes pièces. J'en ai parlé à mes supérieurs. Ils ont aimé l'idée et on a mis ça sur pied. Puis donc, dans le fond, j'ai un peu innové. Puis je pense que c'est des qualités qu'un père aidant doit avoir parce que sinon, à moins que tout le fonctionnement ait déjà été mis en place, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté. Donc, ces deux choses-là, c'est, bon, dans un premier temps, je fais des appels sur des listes d'attente du guichet d'accès en santé mentale jeunesse dans un CLSC. Donc, ce que j'ai proposé à mes supérieurs, c'est que j'avais du temps à ma disposition et mon argument, c'était de leur dire que il y a tellement de gens qui souffrent en ce moment dans la population, je ne peux pas croire que quelqu'un qui a du temps devant lui ne peut pas aider quelqu'un à quelque part. Et on a pensé aux listes d'attente parce qu'on sait tous que, bon, il y a des gens qui restent longtemps sur les listes d'attente. Et puis, ben, c'est un peu absurde de ne pas leur venir en aide si on a des gens comme moi qui se tournent les pouces dans leur bureau. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle des gens comme qui sont sur les listes d'attente. Puis là, c'est assez difficile comme contrat parce que je les ai jamais rencontrés de face. Oui, puis peut-être mentionner vite, vite, moi, mon statut d'emploi au sein du CLS, du CIUS, c'est que je suis un agent de relations humaines. Donc, pour ce qui est de la confidentialité puis de l'accès aux notes cliniques, je les ai. Je l'ai, cet accès-là. Donc, ça, c'est sûr que ça facilite énormément ma pratique. Et donc, pour ce qui est de mes appels sur la liste d'attente, euh, dans le fond, je pars un peu de rien, sinon que je lis le peu d'informations qui a été donnée lorsque la demande d'aide a été faite. Donc, généralement, ça va être une description assez brève des symptômes. Est-ce que c'est de l'anxiété, de la dépression? Euh, Ça fait combien de temps que ça dure? Mais c'est très bref, là. Je n'ai pas beaucoup d'indications. Euh, Sinon, c'est des gens qui ont déjà été suivis dans le passé par le CLSC. Puis là, je peux retourner dans leurs épisodes passés. Mais des fois, ça peut être des problèmes de santé physique. Ce n'est pas nécessairement en lien avec la demande d'aide psychologique. Alors, ces gens-là, ben, je les appelle. J'ai leur numéro. Puis là, c'est un peu... il faut que j'établisse un dialogue. Puis on est tous les deux au bout de la ligne, puis on se connaît pas. Puis on pourrait quasiment apparenter ça à du cold call, là, c'est-à-dire qu'il y a pas... il faut y aller. Il faut établir un dialogue. Euh, Moi, en renfort, j'ai une trousse de la chercheure Jeanne Houle de l'UQAM qui s'appelle Aller mieux à ma façon. C'est une espèce de checklist, là, si vous ne la connaissez pas, de stratégie à mettre en place pour prendre soin de sa santé mentale. Puis ça me permet un peu de questionner la personne au bout du fil. Donc, je lui dis, est-ce que tu fais d'exercice? Est-ce que, je ne sais pas moi, tu as un horaire structuré? Est-ce que tu te fais à manger, etc. Bon, puis sans oublier que je fais comme je fais sur les unités d'hospitalisation, puis en clinique externe, je raconte quand même mon vécu. Je leur dis un peu de où je viens, qu'est-ce que j'ai, bon, j'ai un diagnostic, etc. Mais ça prend comme des petites,
des façons là, de créer dialogue. Donc, je vais leur poser des questions. Au début, je leur posais des questions assez banales. Du type, je vais leur demander comment ils vivent la pandémie ou est-ce que le retour en classe t'a affecté. Juste parce que c'est assez difficile là, d'arriver aux symptômes là, tout de suite là, en parlant de dépression après 2 minutes. Donc, j'essaie d'établir un peu un dialogue. Euh, Ça fonctionne assez bien d'habitude. Les gens se sentent aidés, mais c'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est un peu, c'est trop froid comme échange. Ils ne savent pas trop à qui ils parlent, puis ils vont avoir plus de difficultés à s'ouvrir. Donc, c'est un peu normal, là. C'est la contrepartie de, de ce mode de communication-là. C'est-à-dire que c'est pas évident de parler à quelqu'un au téléphone que tu n'as jamais vu. Donc, ces appels-là, quand même, mais c'est très nourrissant quand même parce que les gens que t'aident, c'est des gens vraiment qui sont sur une liste d'attente. Puis, tu sens que tu es là pour les aider, puis que sinon, ils sont tout seuls de leur côté à attendre. Donc, c'est quand même nourrissant. Et la dernière chose que je fais, c'est ça aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. C'est une intervenante de l'unité d'hospitalisation où je travaille et moi qui avons pensé à ça. On se disait que peut-être que les parents dont les enfants sont hospitalisés euh, ont perdu tout espoir parce qu'ils sont ébranlés par l'hospitalisation de leurs enfants. Puis ils ne savent pas trop quoi faire. C'est des enfants qui ont 13, 14 ans, donc c'est un gros choc là, de vivre ça, là, de se retrouver avec un enfant qui s'automutile. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme parent? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais surtout, moi, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont fait de pas correct. Moi, je suis surtout là pour incarner l'espoir puis leur dire que je m'en suis sorti et que donc, leurs enfants, ils peuvent être au creux en ce moment de leur vie, mais ils ne vont pas rester là pour toujours. Et donc, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est on a une rencontre une fois par mois donc, à mes côtés, il y a un travailleur social qui fait des interventions auprès de ces enfants-là, donc il les connaît. Souvent, il les a déjà rencontrés, ces parents-là, donc eux connaissent ma collègue. Moi, par contre, ils ne me connaissent pas, donc je me présente. Je leur raconte, donc comme je fais partout, je leur raconte mon vécu, mes diagnostics, etc. Et là, ben, la dynamique est complètement inversée. Quand je vous disais tout à l'heure que les jeunes, pardon, sont désintéressés, ou en tout cas, ils ne montrent pas de signe d'intérêt. Là, les parents se bousculent. Là. Les questions, c'est une après l'autre. On veut savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je m'en suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait. C'est vraiment, eux veulent savoir vraiment, c'est ça, comment je m'en suis sorti. Parce qu'ils veulent vraiment avoir un peu d'espoir que c'est pas la fin de la vie de leur jeune, là, ce qui leur arrive à 13 ans. Donc, au cours de ces rencontres-là, je suis vraiment sollicité, beaucoup, beaucoup. Puis, c'est ça. Comme je vous dis, c'est très nourrissant parce que là, je sens que je fais vraiment une différence. Puis, c'est beaucoup plus spontané. Il n'y a aucune préparation de ma part. Je le connais, mon vécu, je n'ai pas besoin de faire des PowerPoint. Je réponds aux questions une après l'autre, puis ça va bien. C'est fluide. Puis au cours de cette rencontre-là, souvent les parents vont tomber dans des questions plus de l'ordre de l'éducation de leur enfant. À ce moment-là, moi, je passe la balle à ma collègue travailleuse sociale parce que moi, je suis pas, j'ai pas l'expertise pour dire moi-même, je suis pas parent dans la vie, donc j'ai pas l'autorité de leur dire vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça. Donc, je passe la balle à ma collègue, qui les chicane pas, là, évidemment, mais qui leur explique peut-être plus l'angle du travailleur social. Et ben moi, c'est ça, je me contente de répondre aux questions des parents relativement à mon vécu, puis tout le temps dans l'idée de leur insuffler de l'espoir. Alors, ça, c'est ce que je fais.
dans le futur, euh, en fait, j'espère qu'il va y avoir plus de rencontres en clinique externe parce que moi, de mon point de vue à moi, c'est là où je peux être le plus utile ou en tout cas, c'est là où j'ai vraiment l'impression que je fais une différence, malgré que mes collègues me disent souvent que j'en fais une, même si les jeunes ne me le démontrent pas. Euh, je vous dirais que ce qui est le plus difficile, c'est d'animer des groupes parce qu'il y a vraiment une préparation avant l'intervention. Il faut créer un atelier, il faut que ça soit, faut pas que ça soit juste moi qui parle parce que ça peut être ennuyant. Donc ça, c'est tout un apprentissage pour moi. Euh, pour ce qui est des parents, j'ai pas, ça m'inquiète pas. Je peux continuer à y aller comme je le fais en ce moment. Je sens que je fais une différence, puis ça va très bien. Pour ce qui est des appels en CLSC, ça continue d'être difficile, mais j'aime beaucoup ça. Là, ce qui s'est pointé, il y a quelque chose de nouveau. C'est qu'il y a une personne à qui on a assigné un intervenant, donc finalement, elle n'est plus sur la liste d'attente, mais là, elle veut continuer à me voir, elle veut continuer à me parler. Donc ça va être un nouveau défi. On va naviguer dans l'équipe avec ça. On va devoir se dire, OK, ben, est-ce qu'il intervient une fois par mois ou est-ce que Charles intervient tout court? Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vont être moins à l'aise à ce que je sois un intervenant parallèle. Puis c'est pas parce qu'ils m'aiment pas la face, c'est parce que on sait pas trop encore quoi faire avec un parent aidant. Donc, ça risque de se reproduire, ou en tout cas, peut-être pas, mais si ça se produit, il va falloir évaluer, voir quoi faire. Euh, donc, en définitive, en conclusion, je vous dirais que j'aime beaucoup ce que je fais. Je sens que je fais une différence, mais c'est pas évident, puis on est encore au début. Euh, Par contre, c'est quand même important de mentionner que moi, dans les hautes sphères du CIUS, il y a une grosse volonté d'intégrer la paraidance. Ça vient d'en haut, là. On embauche des paraidants, on développe, il y a un gestionnaire qui est attitré au département du rétablissement. Donc, c'est tout ce qui comprend euh, comment dire, le service d'activité physique, l'art-thérapie. Et les parents au sein du département de rétablissement, on leur fait une place puis on veut que ça marche. Donc, ça, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Et puis, j'aime ma job. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de mon témoignage. Alors, merci de votre écoute. Grand merci, Charles Albert. Je suis vraiment heureux d'apprendre ça, que la pratique de la paradance pour toi, c'est une occasion de t'épanouir, trouver ta place. Tu sembles vraiment, justement, de trouver tes points de repère, puis être assez détendu finalement. Là, tu dis, j'y vais, on évite d'être over-prepared, là, tu sais. Puis on est vraiment dans le moment présent. C'est ce qu'on essaie un peu de communiquer dans le micro-programme, là. Être attentif à l'autre. Si on est trop préparé, on se préoccupe de nos diapos, comment ça sort, peut-être qu'on est moins disponible à ce moment-là. En même temps, pour ce qui est des jeunes, quand il y a moins d'interaction, il faut être plus préparé. Parce que là, Oui, il faut avoir des stratégies, des plans B. Bon, ça ne marche pas, on redirige la conversation, on change de sujet. C'est pour ça que c'est un plus gros défi là, de ce côté-là. OK. Avec le titre d'ARH, ça te permet d'avoir des accès, par exemple, aux notes, aux dossiers, c'est ça? Oui, parce que dans le fond, c'est une question assez cruciale là, pour le but des parents, c'est qu'on soit des membres à part entière de l'équipe. Et ben, inévitablement, ça passe par l'accès aux notes cliniques parce qu'on ne peut pas faire des interventions aussi bonnes si on ne connaît pas la personne qu'on a devant soi. Euh, Puis ça peut avoir accès aux notes cliniques, ça peut accroître le sentiment de légitimité au sein de l'équipe, c'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui s'ajoute là, puis qui est un peu en périphérie, non, c'est quelqu'un qui a un statut de membre à part entière.
Par contre, il faut savoir que moi, en tant qu'ARH, j'ai pas accès à toutes les notes cliniques. Puis je sais pas encore exactement pour lesquelles on me prive d'accès, mais je sais que j'ai pas accès à toutes les notes. Mais ça m'handicape pas pour mon travail. Je reste quand même, je suis capable de comprendre mon client puis de pouvoir lire sur son profil, là, sur son historique. Mais donc, c'est un signe de confiance que j'apprécie beaucoup, puis ça me permet de faire mon travail d'une meilleure façon. Et comment s'appelle ce système là, des notes électroniques? C'est eClinibase, c'est le logiciel, je pense, qui est utilisé à travers tout le réseau, là, si je ne me trompe pas. OK. Ouais. Puis on imagine que selon le titre d'emploi, les gens ont accès à tel niveau d'information selon ce titre d'emploi-là. C'est ça. Donc, je n'ai pas posé toutes les questions du monde à mes collègues, mais bon, évidemment, les infirmiers, les psychiatres, les psychologues ont accès à tout, je le pense. Par contre, la RH a accès à une partie des notes. OK. Et puis aussi, Charles Alban, n'est-ce pas, il me semble que tu étais associé au développement du programme du réseau de services intégrés jeunesse, hein, qu'on appelle Air ouverte. Il me semble que tu Oui. avais un peu participé à tout ça, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, un peu beaucoup parce que, bon, puis on m'appelle le patient partenaire parce que moi, dans le fond, vu qu'il y a moins de demandes pour la paraidance depuis que je suis là, je travaille 2 jours sur 5 en tant que patient partenaire. Donc, ça occupe beaucoup de mon temps au travail. Puis bon, Air ouverte, là, c'est le modèle là, de service intégré jeunesse, là, comme il y en a en Ontario, puis en Colombie-Britannique, puis de plus en plus un peu partout au Canada. Puis bon, c'est un projet là, qui a été mis sur pied depuis 3-4 ans. Là. J'offre du soutien. Des fois, je fais de la recherche pour trouver des pratiques qui peuvent aider la mise sur pied des aires ouvertes. Là. Donc, je vais voir ce qui se fait ailleurs en Angleterre, en Australie. Donc, ça, c'est un peu aussi de mon initiative. Puis j'anime le conseil jeunesse, les rencontres du conseil jeunesse aires ouvertes qui se tiennent à toutes les 2 semaines. Puis là, dans le fond, comme un peu je suis patient partenaire, on intègre les jeunes utilisateurs de services pour que ça soit, dans le fond, le mot d'ordre, c'est de la codécision puis de la co-création. Donc, on intègre là, ces utilisateurs-là, ces usagers de services-là dans toutes les décisions qu'on prend. Donc, c'est ça, ça occupe beaucoup de mon temps. Puis c'est vraiment emballant pour moi parce que ça n'a rien à voir avec la paraît. En tout cas, ça n'a pas vraiment à voir avec la paraîdance. C'est vraiment un autre métier. Mais moi, ça me permet j'ai d'autres dossiers. Ça rend mes semaines plus diversifiées. Puis je pense que c'est une façon aussi de promouvoir la paire aidance. Il me semble que le modèle Air ouverte prévoit qu'il y ait des paires aidantes dans Air ouverte. Oui, oui, exactement. Donc, il va y avoir un père aidant. Donc, la première aire ouverte qui va ouvrir sur mon territoire, c'est à La Salle. Puis, on a déjà prévu d'embaucher un père aidant à raison de 15 heures semaine. Puis, bon, répétez-le pas, mais il y a des bonnes chances que ça soit moi. Donc, oui, c'est ça, la paraidance, ça fait partie intégrante des soins là, qui sont donnés dans les différentes aires ouvertes. Eh bien, c'est un autre débouché potentiel auprès des jeunes, vraiment, de Oui, manière oui, plus large, hein, parce que c'est pas juste santé mentale à l'air ouverte, c'est ça. Hein? non. Puis en fait, il y a 2 choses à dire. D'abord, c'est 12-25, donc c'est aussi avec les jeunes. Puis, comment dire, il y a eu des négociations, un débat lors de l'élaboration du modèle. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un volet psychosocial qui englobe des problèmes autres que des problèmes de santé mentale. Mais donc, c'est sûr qu'on ne guérit pas des bras cassés à air ouverte, mais en même temps, mais quand même, on se soucie de la santé sexuelle,
On aborde les identités de genre, les identités ethniques, tout ce qui est marginalisation, vulnérabilité, population vulnérable. Tout ça, c'est intégré, donc on appelle ça une approche de santé globale. OK. OK. Mais il faut dire que la santé mentale, ça occupe une très grosse partie là, de l'offre de service. OK. Mais ça tombe bien, Charles-Albert, le titre de notre cours, Interrétablissement et santé globale. Bon, ben Ouais. voilà. Il y a un bon fit, comme on dit. Okay. C'est ça, c'est ça. OK, ben en fait, encore une fois, un grand merci. Je te laisse aller à Merci de ta journée de travail. l'invitation. Là, puis, Oui.